Hello, my name is Moira Fall, and I am the Executive Director of NORAG. And I'm thrilled to introduce this short video of opening remarks from Ambassador Aurora Díaz-Revuelta, who is the permanent representative of Spain to the United Nations office at Geneva. Buenos días. Permítanme que comience mi intervención agradeciendo la invitación para participar en este interesante y justificado evento paralelo sobre la educación de las niñas. Es un placer hablar de este tema que presenta tantos desafíos aún a día de hoy. Ya el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General en 1948, consagraba el derecho a la educación como un derecho humano. Desde entonces, mucho camino se ha recorrido, pero queda mucho por hacer, especialmente cuando se habla de mujeres y niñas. Voy a centrarme en la experiencia del caso que mejor conozco, que es el de mi país. El derecho a la educación está recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución del 78 y debe ser interpretado teniendo en mente el artículo 14, que establece la igualdad entre todos los españoles. No voy a detenerme en referencias legales, porque considero más interesante articular cómo desarrolla España el derecho a la educación en sus políticas. Comenzando por lo más reciente, España adoptó en 2021 una política exterior feminista que permea toda la acción exterior del Estado y que añade una obligación de comportamiento para todas las unidades de la Administración a la hora de aplicar un enfoque de género. Desde esta óptica, trabajamos para lograr la igualdad de género tanto internamente como hacia el exterior. Y desde luego la educación forma parte de esta agenda que siempre ha estado formando parte de nuestra acción exterior. España defiende especialmente en foros multilaterales que el ODS 4, Educación de Calidad, y el ODS 5, Igualdad de Género, están intrínsecamente ligados, ya que no se llegará a lograr la plena igualdad de género si no se logra un acceso a la educación universal y de calidad de la educación. Para ello, mi país apostó hace años por incluir el acceso al derecho a la educación dentro de los planes directores de la cooperación española, piedra angular de la articulación de nuestra cooperación. El Plan Director 5, que va de 2018 a 2021 de la cooperación española, es la guía en vigor para diseñar programas y planes que busquen el acceso a la educación a todos los niveles. En esta línea, no podemos olvidar que miles de niñas ven mermado su derecho a la educación al encontrarse en situaciones de emergencia, y una niña sin acceso a la educación es una mujer con un futuro más complejo y vulnerable. Desgraciadamente, Afganistán es un triste ejemplo de lo que ocurre cuando no solo se limita el acceso a la educación, sino que se elimina la posibilidad de ir al colegio, lo que debería ser un espacio seguro para las niñas. Como parte de la comunidad internacional, tenemos una responsabilidad frente a su futuro, evitando dejar a nadie atrás. Me gustaría ahora hablarles del compromiso de España con la Declaración de Escuelas Seguras, suscrita por 114 países, que busca proteger las escuelas como espacios seguros, poniendo fin a los ataques y el uso militar de las escuelas. El próximo 16 de junio en el Palais se presentará el informe Educación Education Under Attack 2022, que nos servirá para conocer cómo está funcionando la Declaración de Escuelas Seguras para prevenir la violencia y mitigar sus efectos. La pandemia es un espejo que nos ha colocado frente a nuestras peores pesadillas. La brecha digital ha aumentado las desigualdades entre países, pero también entre hombres y mujeres a todos los niveles. Aún estamos a tiempo para reconstruir mejor, pero para ello todos debemos aplicar activamente y sin convencimiento el enfoque de género. En mi país trabajamos para que algunos temas o profesiones dejen de ser un reducto donde rijan las reglas solo para hombres, abriendo nuevos horizontes donde todos tengamos las mismas oportunidades. Y eso empieza por la educación. Una educación de calidad, con indicadores claros, lo que no se mide no existe, una educación centrada en valores y donde la educación en igualdad de género sea parte del currículo educativo que busca acabar con diferencias de trato y estereotipos desde la infancia más temprana. Concluyo ya mi intervención deseándoles un fructífero debate que contribuya a colocar la educación en igualdad de género en el centro de la agenda política, y para ello, desde luego, necesitamos trabajar conjuntamente con más mujeres involucradas en los procesos de toma de decisión y diseño de políticas. Muchas gracias. Merci à l'ambassadeur. Et merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, nous allons aborder aujourd'hui la question du genre, bien sûr, de l'éducation des filles en particulier. Nous allons également voir, eh bien, comment justement ce droit à l'éducation se traduit pour les hommes et pour les femmes, pour les garçons et les filles. Et surtout, il s'agira effectivement d'améliorer le décompte et justement de compter ceux et celles qui ne sont pas comptés. Nous allons probablement eh bien, nous attarder davantage sur les filles. Alors, est-ce qu'on peut lancer peut-être la présentation PowerPoint? Merci, Paul. Alors, voilà ce dont nous parlons aujourd'hui. Donc, l'éducation des filles, compter les non comptés. Et vous le voyez
à droite de cet écran. Ici, au NORAC, nous travaillons en fait sur 5 thématiques. Tout d'abord, les données et les éléments de preuve. Deuxième élément, éducation et les ODD. L'événement d'aujourd'hui s'inscrit également dans ce volet, puisque l'égalité des sexes, c'est l'ODD 5 et l'ODD 10 se penche sur les inégalités de tout poil, mais aussi tout ce qui a trait aux innovations, aux perturbations. Et c'est vrai que nous avons un projet en Asie-Pacifique, projet KICS, qui entre dans ce volet. D'ailleurs, nous sommes tout à fait ravis de pouvoir organiser cet événement avec KICS, avec le EAP Hub, comme on l'appelle, et également avec eh bien, l'Institut de Genève, l'Institut des hautes études internationales et du développement. Alors, nous avons un réseau de 5300 membres et à la fin de ma présentation aujourd'hui, j'en dirai plus à ce sujet. Alors, le travail de la NORAG eh bien, se focalise sur la manière d'appuyer les autres afin qu'ils puissent avoir accès à l'égalité, à la justice dans l'éducation, toujours avec cette idée de ne laisser jamais personne au bord de la route. Et puisque nous parlons d'égalité, c'est vrai qu'ici, nous nous centrons sur les relations de pouvoir entre les sexes et comment ils se reflètent dans les structures et dans les institutions. Et puisque nous parlons ici de compter les non comptés, comment cela se reflète également ces relations de pouvoir dans les régimes de données. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des avancées pour ce qui a trait à l'éducation des filles, nous le savons, mais nous savons très bien que ces avancées ne suffisent pas. Ça, c'est une première chose. Premier constat. Deuxième constat, eh bien, les droits ont été érodés, les avancées ont été érodées durant la pandémie, puisqu'il y a eu fermeture des écoles, en particulier au cours des 2 dernières années, et de nombreux élèves, et en particulier les filles, ont été eh bien, écartés du système éducatif. Nous savons également qu'il y a des enfants qui n'ont pas du tout été à l'école et ces enfants peut-être sont perdus à jamais. Et puis, les femmes adultes perdent également dans cette situation, ils perdent dans cette situation au niveau professionnel. Alors, face à cette toile de fond, nous sommes extrêmement heureux d'avoir ce panel aujourd'hui pour voir comment justement les filles ne sont pas représentées dans les régimes de données et les cadres de recherche existants qui sont en train d'être déployés, eh bien, nous allons les passer en revue pour essayer de voir comment pallier la situation. Alors, nous avons des orateurs du monde de la recherche, de la pratique du terrain. Et sans plus attendre, je vais maintenant passer la parole à José-Luis Cagnel, qui va maintenant modérer effectivement l'événement. Merci beaucoup, Moira, et salutations à toutes et à tous qui participaient à ce webinaire qui fait partie effectivement de notre série de webinaires sur l'éducation. C'est le 14e webinaire, KICS et AP. Eh bien, c'est en fait un hub d'échange de connaissances. Et c'est vrai que nous voulons effectivement, ensemble, avec toute une série de partenaires, notamment de partenaires au niveau de l'éducation et avec un centre de recherche au Canada, nous essayons effectivement de mettre en place les différents projets. Là, nous travaillons avec NORAG. Alors, nous essayons d'inclure, eh bien, dans 21 pays de la région Asie-Pacifique, de vraiment voir quelles sont les priorités, dont l'une est justement l'égalité de genre. X promeut l'utilisation, eh bien, justement, de recherche pour de meilleures prises de décision en disséminant également les connaissances qui existent sur le terrain. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, c'est une possibilité de procéder à des échanges, d'apprendre davantage sur la complexité de la question de l'égalité des sexes dans et à travers l'éducation. Nous voulons que cette séance eh bien, soit une séance où nous entendons vos perspectives. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Nous allons maintenant écouter 4 présentations et après chacune des présentations, nous efforcerons de lire les questions et les commentaires qui ont été formulés dans la conversation. Alors, en matière d'égalité de genre, eh bien, j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Elaine Unterhalter, professeure d'éducation et du développement international et co-directrice du Centre pour l'éducation et le développement international à l'UCL, University College de Londres. À l'Institut d'éducation, nous allons maintenant l'entendre nous parler de
ce qu'on appelle l'initiative AGEE, responsabilisation concernant l'éducation à l'égalité de genre. Professeur Unterhalter, vous avez la parole. Merci beaucoup de me donner la possibilité de présenter le travail de ce projet AGE, donc responsabilisation pour l'éducation ou l'égalité de genre et l'éducation. Ce projet a été mis au point par une coopération, à travers une coopération nord-sud, grâce aussi à NORAG. Merci à NORAG également de nous avoir donné la possibilité de parler à tellement de personnes un peu partout dans le monde concernant nos travaux de recherche. Transparent suivant. Alors, le point de départ pour justement ce projet AGE, eh bien, c'était comment comprendre le problème des inégalités de genre dans l'éducation, comment adopter une approche pour le changement. Alors, si vous regardez la littérature scientifique, on se rend compte en fait que le problème est en fait entendu de deux manières. D'une part, il y a le camp de ceux qui disent que les inégalités de genre dans l'éducation est un problème très complexe qui peut être résolu et qui fait l'objet d'un suivi à travers des interventions très simples. Il suffit de mettre les femmes ou les filles dans le secteur de l'éducation. C'est un petit peu comme la solution du vaccin face à la pandémie, etc. Mais il y a une autre analyse, un autre courant où vous avez plutôt des militants et des professeurs universitaires qui disaient ben, le problème est tellement complexe, si contesté, il y a tellement d'interprétations de ce que c'est que l'éducation, le genre, le développement social, que nous ne savons vraiment pas où commencer. Et toute mesure ou toute approche en matière de mesure et de collecte de données va toujours être eh bien, distorsionnée par rapport à la réalité ou va toujours distorsionner la réalité. Alors, au cœur du problème, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a deux éléments. On nous dit très souvent que la solution passe simplement par le fait de scolariser les filles. Et au niveau des données, on nous dit très souvent qu'il suffit de mesurer la parité des genres. Voyons la proportion des filles par rapport à la proportion des garçons. Mais l'ennui avec la parité, c'est que c'est effectivement une mesure statistique très rigoureuse qui est appliquée à travers toute une série des indicateurs dans le cadre des ODD. Mais on peut avoir un nombre égal de filles et de garçons à l'école et pourtant, on laisse de côté tout un autre pan de l'inégalité entre hommes et femmes, entre filles et garçons. Donc, par exemple, les filles peuvent être à l'école tout en ayant un haut niveau de violence sexo-spécifique sans que les femmes aient accès au pouvoir politique, par exemple, etc. Et ça, c'est le problème des données et des analyses y afférentes. Transparent suivant. Alors, sur ce transparent, je mets peut-être en contraste deux approches, deux interventions, deux types d'interventions pour la collecte de données. Alors, d'une part, il y a tout un courant qui nous dit que, eh bien, les interventions doivent se baser sur ce qui fonctionne pour faire en sorte que les filles soient scolarisées, ce qui fonctionne pour effectivement limiter les questions d'inégalité entre les sexes et espérons pour le mieux, mais mettons au point des données qui nous permettent de faire un suivi de la situation. Et puis, vous avez l'autre approche, l'autre courant qui dit que, en fait, ce qu'il faut faire, c'est développer des actions et des stratégies d'évaluation sur ce qui importe, droits humains, intersectionnalité, c'est-à-dire que tous les problèmes plus complexes en matière d'inégalité. Transparent suivant. Alors, c'est vrai que ça a toujours été un domaine qui m'a toujours beaucoup frustrée. Hein. On se rend compte en fait que ces deux courants de pensée, en fait, se sont progressivement écartés et fortement écartés. Car si, par exemple, les droits humains, l'égalité de genre, l'intersectionnalité sont des thèmes importants pour vous comme pour moi, alors il faut que pour moi ça fonctionne, que des choses fonctionnent, que les interventions fonctionnent. Et par ailleurs, si quelque chose fonctionne, il faut savoir pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc moi, j'ai essayé en fait d'élaborer une position que moi j'appellerais eh bien, la position de ce qui connecte quoi à quoi.
En fait, il faut voir ce qui, dans la discussion des recherches, nous permet de stabiliser des signifiants, je dirais, particuliers en matière d'inégalité et d'égalité entre les gens et l'intersectionnalité dans l'éducation. C'est ce qui est à l'origine de ce projet AGE. Alors, ce que suggère en fait ce transparent, c'est qu'il y a différentes perspectives pour ce qui a trait au genre. C'est-à-dire que le genre, c'est une série de libertés individuelles pour l'égalité de genre, l'égalité intersectionnelle dans et à travers l'éducation. Il faut se pencher sur les relations sociales qui constituent les inégalités ou qui viennent sous-tendre les égalités ou les inégalités de genre et intersectionnelles, les processus institutionnels, l'affectation des ressources, les discours également qui formulent tous ces processus. Donc, toute une série de relations qui doivent être comprises, suivies et évaluées, pour lesquelles il nous faut effectivement établir, ma foi, établir des priorités en ce qui a trait aux données. Passons à présent donc à cette diapo. Vous voyez comment le projet AGE a essayé de réunir des informations de sources très différentes, pas seulement les sources liées à l'éducation. Et dans le transparent suivant, vous voyez également le nombre de groupes qui ont été associés à une discussion qui s'articule autour de la politique, de la question du genre. On tient compte, bien entendu, du paradigme lié à l'approche fondée sur la capacité. Tout ceci, donc, pour élargir le cadre. Voici les différents éléments constitutifs du cadre AGE. Alors, contrairement au cadre, aux différents éléments qui ont été utilisés pour réunir des informations sur l'éducation, qui se fondent essentiellement sur les résultats du système éducatif, le cadre de l'AGE, le projet en faveur de l'obligation additionnelle en matière d'égalité des sexes, a permis de prendre en considération les ressources, mais aussi les différentes valeurs, les opportunités, les ressources des établissements scolaires, les compétences, les droits en matière d'égalité et, bien entendu, aussi différents éléments plus individuels liés aux politiques. Ce sont des politiques, des législations, par exemple, qui vont déterminer si les jeunes filles ont accès à l'école. Et en plus, cela va nous permettre aussi de voir quelles sont les informations dont nous disposons. Nous utilisons également le mode opérateur ou le mode de transmission d'informations en ce qui concerne les résultats. Par exemple, vous voyez dans la zone bleue, la participation pour les filles à l'éducation, le savoir, la compréhension, les compétences, les résultats d'apprentissage. Et bien entendu, le cadre AGE prend en considération tout ce dont il est, tout ce qui est nécessaire de récolter, tous ces domaines où il faut établir des priorités. Ici, dans le transparent suivant, vous voyez présenter les différentes phases de travail, les différentes étapes du projet AGE. Il faut savoir que pendant 8 années, il y a eu des discussions. On a aussi parlé, bien entendu, du cadre prenant la relève des ODD. On a beaucoup travaillé avec des organisations au niveau local, au niveau régional, des organisations qui sont bien entendu actives dans le domaine de la sexospécificité. Nous avons beaucoup travaillé avec l'Afrique du Sud, mais aussi avec le Malawi. Ça, c'était pour la première phase, donc une phase d'étude contextuelle en quelque sorte, un projet de cadre. Au cours de la deuxième phase, il s'agit d'une phase qui s'articule autour d'une discussion et d'un examen critique. Et vous voyez ici dans ce transparent comment le cadre AGE s'inscrit dans le contexte de toute une série d'initiatives au niveau local, au niveau régional et au niveau international aussi. Donc, il s'agit
de réfléchir à la parité, de réfléchir à la question de l'égalité et d'accorder la priorité à l'égalité dans différents domaines. Donc, vous voyez que de nombreux participants, de nombreuses organisations se sont penchés sur la question. Sur le prochain transparent, vous voyez comment, selon nous, le cadre AGE peut être organisé et structuré. Vous voyez qu'il y a en quelque sorte 5 axes principaux. Tout d'abord, la comparaison transversale au niveau international en ce qui concerne l'égalité entre hommes et femmes dans l'éducation. Il convient ici d'utiliser une série d'indicateurs communs et d'essayer de déceler les domaines où les données manquent. Les données manquent au niveau des ressources, par exemple les ressources financières, sans oublier les valeurs. Interruption de Hélène Unterhalter de la part de Monsieur Cagnelas pour lui rappeler que le temps s'écoule et qu'elle dispose encore de 2 minutes. Bien, il me reste un transparent à vous présenter pour vous présenter les différents niveaux de travail pour ce qui est des projets. On travaille aussi avec, dans certains contextes, avec des populations déplacées et il s'agit aussi, de manière générale, de faire le point sur le niveau d'éducation. Voici un transparent qui illustre plus particulièrement qu'il s'agit d'un résultat d'une collaboration entre différents intervenants en ce qui concerne la promotion, bien entendu, de l'égalité entre hommes et femmes. Et j'en resterai là. Merci, José Luis. Merci beaucoup, Madame le professeur. Merci, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce projet est très, très intéressant. Cela permet de mieux comprendre l'égalité entre hommes et femmes. Il y a une observation de Bahir Mahade, professeur d'université à Alger, et il mentionne le fait que le décrochage scolaire a commencé avant la pandémie et donc les problèmes relatifs au décrochage scolaire doivent absolument être pris en considération. Donc, il soulignait simplement que la déscolarisation a débuté avant la pandémie. Sans aucun doute, la pandémie a été un facteur contributif, mais peut-être pourriez-vous développer davantage ce point. Oui, nous avons beaucoup parlé au changement dans le contexte du projet AGE et il est très important de recueillir des informations afin de voir où les choses sont en train de devenir plus graves. Et justement, le secteur du décrochage scolaire est un exemple, surtout avec la pandémie. Nous avons encore énormément d'inégalités, bien entendu, en ce qui concerne l'accès à l'éducation, mais il faut peut-être mieux cerner les sources d'inégalités. En plus, il y a un processus transformateur également, un processus sexo-transformateur. Il faut prendre en considération les différents éléments. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les données dont nous disposons sont relativement biaisées et par conséquent, il est très difficile de décerner où on en est. Merci beaucoup, José Luis. Merci. Nous disposons encore de quelques instants. Nous avons une autre observation dans la messagerie. Il est dit, il est très important de prendre en considération les constats d'Hélène et traduisons les résultats d'Hélène en un nouvel enthousiasme pour l'apprentissage numérique, en particulier pour les populations à distance. Il y a un souci avec l'interprétation en russe. Hélène. Merci, Caroline, de cette observation. C'est tout à fait pertinent parce que, justement, nous avons, pendant la pandémie, observé des problèmes au niveau de l'accès aux outils technologiques, l'accès aux téléphones portables, par exemple. Et c'est là un autre exemple. Il faut absolument utiliser les données pour identifier le problème et travailler aussi avec les autres institutions. C'est très important.
Il convient de mieux comprendre pourquoi les technologies modernes excluent les filles. Comment veiller à rendre l'éducation plus inclusive, plus équitable? Ce sont toute une série d'aspects à prendre en considération. Voilà où nous en sommes. Merci beaucoup, Madame professeure Hunter. Nous allons passer à une autre intervention. J'attire votre attention sur le fait qu'il y aura une période consacrée aux questions-réponses un peu plus tard, après les différentes interventions. Et donc, si vous avez des questions à l'intention de Madame le professeur Hunter-Halter, n'hésitez pas, un peu plus tard. À présent, j'aimerais vous présenter Nicole Bella, qui est spécialiste senior en matière d'éducation au sein de l'UNESCO. Elle va nous présenter un cadre mondial en ce qui concerne justement l'accès des jeunes filles et des jeunes garçons aux écoles. Je vous en prie. Nicole Bella, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notamment à NORAG, à Moira, de nous avoir donné cette opportunité de vous présenter le travail que le rapport mondial de suivi sur le rapport mondial de suivi sur l'éducation fait depuis 2015 pour améliorer le suivi sur la question de l'égalité de genre dans l'éducation. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais vraiment remercier encore une fois le professeur Hélène Hunter-Halter, qui a été un peu la source d'inspiration pour ce travail que nous avons effectué jusqu'ici sur l'amélioration du suivi du genre, parce qu'elle a vraiment fait lancer ce travail très important qui est tellement nécessaire pour rendre visible la question de l'égalité de genre dans l'agenda ODD 4. En effet, et s'il est vrai que la question du genre est bel et bien présente dans l'agenda 2030 de l'éducation, elle est le plus souvent traitée en termes d'élimination des disparités entre filles et garçons et entre femmes et hommes. Aussi, si une des cibles de l'ODD 4, en particulier la cible 4.5, appelle plus spécifiquement à éliminer les disparités à tous les niveaux d'enseignement, aucune cible à proprement parler n'est consacrée à l'égalité de genre, même si cette question est évoquée dans les cibles comme la cible 4.A sur la question des environnements d'apprentissage qui devaient être plus sensibles au genre, ou la cible 4.7 sur les questions de l'éducation pour le développement durable et pour la citoyenneté globale. Pourtant, l'égalité des genres est un objectif à part entière dans l'agenda 2030 du développement durable, notamment à travers l'ODD 5. Pour faire progresser l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, il nous faut donc comprendre les raisons profondes qui expliquent la persistance des disparités et des inégalités dans les sexes et dans l'éducation. Problème d'interprétation vers le russe. Apparemment, l'interprétation dans la langue russe n'est pas fournie. Et puisque nous sommes interrompus pendant un instant, si vous recherchez l'interprétation en langue anglaise, veuillez appuyer sur l'icône au bas de l'écran Zoom. Donc, au bas, vous choisissez le canal anglais, English. Donc, je poursuis ma présentation. Donc, autrement dit, les obstacles sociaux, culturels, institutionnels et juridiques qui freinent encore sa réalisation. Tout en continuant à œuvrer pour que les filles aient davantage accès à l'école sur un pied d'égalité avec les garçons, il est nécessaire de veiller à ce que leurs droits soient protégés dans l'éducation et qu'elles bénéficient des mêmes possibilités d'apprentissage que les garçons sans préjugés ni stéréotypes sexistes, comme l'indique d'ailleurs le cadre d'action de l'éducation 2030. Reconnaissant que l'égalité des sexes est essentielle à l'extension du droit à l'éducation pour tous, le cadre d'action éducation 2030 appelle les gouvernements à mettre en place des stratégies qui non seulement élargissent l'accès égal
des garçons et des filles à l'éducation, mais accorde également l'attention nécessaire aux aspects de l'égalité réelle des genres. Pour ce faire, il nous faut faire davantage pour accroître notre compréhension de la question de l'égalité des genres et, chose très importante, d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des données quantitatives, mais aussi qualitatives nécessaires à son suivi efficace et donc à sa réalisation, notamment par le renforcement des cadres législatifs et politiques et aussi par une planification sectorielle plus pertinente qui fait toute sa place à la question de l'égalité de genre. Donc, comme je vous présente là le cadre de suivi de l'égalité que le rapport mondial de suivi a mis en place, encore une fois, qui s'inspire du travail qu'Hélène a fait. Donc là, c'est le cadre que nous utilisons au niveau mondial. Hein. Et donc, ce diagramme vous résume un peu les questions que nous abordons dans notre suivi de l'égalité de genre. Donc, le rapport mondial a donc développé ce cadre et c'est un cadre qui propose une vision plus élargie de l'égalité des sexes, qui aborde la question de l'éducation des filles et des femmes, tout en reconnaissant la nécessité de protéger les droits à l'éducation des garçons et des hommes, ainsi que des personnes ayant une identité de genre et une orientation sexuelle différente. Suivant une approche à 3 volets à l'égalité des genres basée sur le droit, c'est-à-dire le droit à l'éducation, le droit dans l'éducation et le droit à travers l'éducation, le cadre de suivi de l'égalité des genres propose 6 domaines qui aident à cadrer la discussion sur l'égalité des sexes dans l'éducation et par l'éducation. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'encadré, le slide devant vous, parmi ces domaines, nous avons les opportunités éducatives, principalement considérées, comme Hélène l'a dit, en termes de nombre égal des filles et des garçons, des hommes et des femmes dans l'éducation. Il s'agit ici de la partie de la dimension parité entre les sexes qu'il nous faut un peu dépasser, parce que jusqu'à présent, le débat sur l'égalité a toujours porté sur cette question de la parité. Donc, en deuxième, vous avez la question des normes, des valeurs et attitudes liées au genre. Ensuite, les institutions extérieures à l'éducation, parce que l'éducation n'est pas un secteur isolé de la société. Donc, pour travailler sur les questions d'égalité dans l'éducation, il nous faut aussi regarder un peu ce qui se passe dans la société en tant que telle et quelles sont toutes ces normes souvent discriminatoires qui pénalisent les femmes et qui impactent négativement sur leur accès à l'éducation. Ensuite, nous avons la question des lois et politiques qu'il nous faut au sein des systèmes éducatifs qui garantissent le droit à l'éducation des filles et des garçons. La question des institutions au sein des systèmes éducatifs eux-mêmes, qui comprennent par exemple la distribution des ressources, la distribution des ressources en termes humaines, de ressources humaines, mais aussi en termes financiers, les pratiques d'enseignement et d'apprentissage et les environnements d'apprentissage. Quant au dernier des 6 domaines qui est inclus dans ce cadre, c'est le domaine qui porte sur la question des avantages socio-économiques pour les femmes qui sont issus de la réalisation ou qui peuvent l'être de la réalisation de l'égalité de genre dans l'éducation. Là, ce slide vous donne, je voulais simplement vous montrer un peu la manière dont nous appréhendons cette question de l'égalité des genres à travers différentes questions. Donc, la manière dont c'est présenté dans le cadre. Donc, on a donc à gauche la question, vous avez donc, pour ce qui est de l'exemple des lois éducatives, vous avez donc les questions qui sont abordées, ensuite les aspects couverts et ensuite les indicateurs que nous utilisons qui peuvent être utilisés pour ça. Et ce qu'on fait aussi, c'est de donner la source des données où le public peut aller pour avoir accès à ces données.
Un deuxième, ce n'est pas très visible, mais simplement en passant, c'est la question des institutions, des systèmes, dans les systèmes éducatifs et la question des ressources, comment est-ce qu'elles sont distribuées, est-ce qu'elles le sont de manière égale, la question des apprentissages, pardon, et dans quelle mesure ces apprentissages sont sensibles, prêtent une attention particulière au fait qu'on a des enfants, des jeunes de sexes différents et que les apprentissages doivent tenir compte de ça et ne pas avoir des stéréotypes et des biais qui peuvent impacter négativement sur justement les apprentissages et les acquis dont les élèves, les étudiants peuvent en tirer. Là, c'est vraiment la question de c'est le dernier exemple des domaines inclus dans ce cadre, c'est vraiment la question des normes, des valeurs et des attitudes basées sur le genre, parce que nous estimons que s'il est un domaine où la disponibilité et l'accès des données doivent être grandement améliorés, c'est vraiment celui qui concerne les normes de genre compte tenu de leur impact sur l'éducation des enfants et des jeunes. En effet, les progrès en matière de l'égalité des genres ont souvent à voir avec la persistance des normes de genre discriminatoires en vigueur aussi bien dans la société que dans le système éducatif. Ces normes façonnent les attitudes et des individus, y compris des parents. Ah, pardon. Before that, excuse me. Excuse me. I have one slide that does not appear here. So, voilà, il y a une diapo qui n'est pas projetée. Oui. Donc, oralement, donc les attitudes qui peuvent être également des attitudes des parents eux-mêmes, mais aussi les normes façonnent également les lois et les politiques. Il est donc nécessaire de les interroger si l'on veut voir les choses évoluer. Je voulais vous parler également pour finir du rapport sur le genre, parce que c'est vraiment le compagnon de route du rapport sur le rapport mondial sur le suivi de l'éducation. Ce rapport sur le genre aborde de manière plus détaillée la question de l'égalité de genre dans l'éducation en se basant sur le cadre de suivi que je viens de vous présenter. Et le rapport, l'édition 2022 de ce rapport sur le genre, dont le titre est « Approfondir le débat sur ceux qui sont laissés un peu sur le carreau », nous a donné l'occasion de traiter la question du rôle des acteurs non étatiques dans l'avancement de l'égalité de genre. Il montre par exemple que si les écoles confessionnelles ont joué un rôle clé dans l'éducation des filles, leurs pratiques éducatives telles que la ségrégation entre les sexes, les restrictions des interactions entre les sexes, ainsi que l'enseignement qui est prodigué, tendent souvent à renforcer les normes et attitudes de genre discriminatoires et inégalitaires dans la société. Les acteurs non étatiques dont sont les parents, perpétuent souvent les obstacles à l'éducation des filles. Parmi ces obstacles, on a les choix des parents d'envoyer, par exemple, leurs enfants dans des établissements scolaires différents selon qu'ils sont des filles ou des garçons. On observe ainsi que globalement, il y a un peu plus de garçons que des filles dans les établissements privés, primaires et secondaires. Ceci est notamment le cas en Asie du Sud, où la plus grande présence des garçons dans les écoles privées, en particulier les institutions privées d'élite, révèle un biais de préférence pour les garçons dans l'éducation et l'éducation des garçons qui est plus valorisée et considérée donc prioritaire dans les dépenses d'éducation des parents. En Inde, par exemple, une analyse de l'apprentissage des acquis scolaires dans les écoles dans la province du Punjab a montré que les filles avaient une probabilité moindre de fréquenter une école privée que les garçons, soit une différence de 6 points de pourcentage. En Indonésie, les filles sont plus susceptibles d'être scolarisées dans les madrasas et les garçons dans les écoles privées. La préférence pour les garçons et la décision de dépenser plus pour leur éducation pourrait également expliquer pourquoi ces derniers sont davantage inscrits dans les cours de soutien scolaire privés que les filles. Donc, comme on peut le voir, beaucoup de choses restent à faire pour une égalité réelle dans l'éducation. Ceci passe par la nécessité d'une plus grande disponibilité et un meilleur accès aux données
sur les normes de genre discriminatoires qui persistent et qu'il faut impérativement questionner pour avancer ce combat. Des données sur cette question sont collectées, par exemple, par l'enquête mondiale sur les valeurs, qui nous donne justement certains indicateurs. Voilà. Ouais. Nous Bien. arrivons à la limite du temps qui vous était imparti, donc il va falloir arrêter. Mais en fait, j'ai fini, donc je voulais simplement dire qu'il y a des sources de données qui existent, mais beaucoup plus doit être encore fait pour améliorer notre compréhension de cette question sur les normes. Merci beaucoup. Merci, merci Nicole. Donc, en fait, c'est très bien de voir qu'il y a un outil très concret qui peut nous aider à comprendre à quel point l'inégalité de genre est ancrée, les différentes dimensions. Il y a plusieurs questions, plusieurs observations qui ont été formulées qui reflètent bien ce point. Alors, tout d'abord, Manana Batiani de la Géorgie, du programme des États-Unis pour l'éducation fondamentale en Géorgie, qui nous dit pour partager son expérience, qu'elle utilise en fait un calculateur de l'écart entre les genres pour sensibiliser ses étudiants, qui sont des futurs enseignants d'ailleurs, tout en travaillant sur les questions de genre. Et elle nous raconte qu'en fait, il passe à travers ou il passe en revue plusieurs classements qui sont disponibles. Et alors, il y a toujours des cas, des dilemmes qui se présentent où l'on peut effectivement débattre de la thématique. Alors, Banana nous dit que parfois, elle partage donc son expérience concrète avec des outils qu'elle utilise. Alors, quelqu'un comme Manana, Nicole, qui utilise justement les outils tels que le calculateur d'écart entre les hommes et les femmes pour justement former les futurs enseignants, qui a-t-il à disposition en fait de gens comme Manana? Merci Nicole. Merci beaucoup pour cette question. Il existe différents outils justement pour mesurer la question des disparités et des inégalités entre hommes et femmes. Et donc, l'outil qui est l'outil de regarder les écarts fait partie de ces outils-là. Mais comme toute la discussion que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui est également de dire qu'au-delà des outils quantitatifs, il est aussi important de regarder un peu les aspects qui sont un peu plus difficiles à mesurer, mais qui sont également très importants justement pour la compréhension et pour la réalisation de l'égalité de genre. C'est un peu ce qu'on appelle l'égalité réelle, ou en anglais substantive et gender inequality, qui nous vraiment nous demande aussi d'aller un peu au-delà de la question de la parité, parce que c'est peut-être l'aspect le plus facile à mesurer, même si, encore une fois, même cet aspect nécessite également d'avoir des données désagrégées par sexe, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment sur la question de l'intersectionnalité que Hélène a mentionné, parce que le principe fondateur qui est au cœur de l'agenda 2000 du développement durable, c'est justement cette question de la nécessité de regarder ceux qui sont vraiment les plus laissés sur le bord de la route, et souvent ceux-là sont les groupes qui sont les moins visibles dans les données. Donc, il est absolument impératif, même quand on utilise un outil comme celui qui est utilisé en Jordanie sur les écarts, il faut vraiment s'assurer que cet outil intègre justement cette dimension d'intersectionnalité, parce que toutes les femmes ou toutes les filles ou tous les garçons ne vivent pas les mêmes expériences. Donc, il y en a qui sont en dessus du lot et d'autres qui sont laissés pour compte. Donc, nous sommes ici aussi en train de discuter la question du droit à l'éducation. Donc, qui dit droit à l'éducation, il est absolument impératif de s'assurer que tout le monde est inclus dans l'éducation. Merci.
Alors oui, nous avons eu quelques petits problèmes d'interprétation, surtout pour le russe. Je vais maintenant poser une autre question. Michel Abassa du Cameroun. Alors, la question est très, très directe, très simple. La formation des enseignants sur la communication non violente basée sur le genre dans les écoles n'est-elle pas une piste à explorer dans les systèmes éducatifs? Yeah. Hello? Yeah. Oui, Allez-y, Nicole. merci beaucoup pour cette question. Évidemment que la question de la formation des enseignants sur la gestion des problèmes de violence est très importante. Je pense que ça va un peu au-delà parce que quand on prend la cible 4.7 du développement de l'ODD 4, c'est une cible qui mentionne la question d'égalité de genre, et c'est une cible qui appelle les pays à s'assurer que des questions qui sont liées à cette cible, telles que l'égalité du genre, soient intégrées dans un premier temps dans les politiques, dans les programmes d'éducation, dans les programmes de formation des enseignants, mais également dans les outils d'évaluation des acquis scolaires. Donc, les enseignants sont au cœur de l'éducation et au cœur de la qualité de l'éducation. Et il me semble que on ne peut pas parler de la qualité de l'éducation si on n'intègre pas la dimension genre. Parce qu'un système éducatif est aussi jugé selon qu'il est inclusif. Donc, les enseignants, bien sûr, doivent être formés aux questions de genre. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'ils sont eux-mêmes des êtres humains qui ont leurs biais, leurs propres biais, leurs stéréotypes. Et donc, ils ne peuvent pas s'assurer que les apprentissages sont égaux s'ils ne prennent pas eux-mêmes conscience de la nécessité de revoir, de questionner leurs stéréotypes. Donc, ça passe nécessairement par une formation à la question, parce que c'est une question tellement particulière et tellement importante qu'elle doit être abordée dans l'enseignement. Et cela nécessite donc que les enseignants eux-mêmes y soient formés. Merci. Merci beaucoup, Nicole, et merci pour votre participation et votre contribution. Donc voilà, je le rappelle, hein, nous aurons eh bien une séance de questions-réponses par la suite. Donc, toutes les questions que vous avez à l'adresse de Nicole, nous allons très certainement y revenir à la fin de notre séance. Et maintenant, je vais passer la parole à Antara Gangoli, directrice de l'initiative UNGEI, initiative pour l'éducation des filles de l'ONU, qui va nous donner la perspective mondiale par rapport à la perspective locale. Que peuvent nous dire les bases de données mondiales sur justement les filles et les garçons scolarisés? Antara. Merci beaucoup, José Luis. Alors, c'est assez intimidant de prendre la parole après deux intervenantes si érudites et qui font tant de choses pour l'égalité des sexes dans et à travers l'éducation. Merci beaucoup à Hélène. Merci d'avoir partagé également l'expérience de l'AGE, du projet AGE et les cadres AGE. Merci beaucoup à Nicole également pour son intervention. Alors, ma présentation vise véritablement à centrer le débat autour de cette petite fille. Je ne sais pas si vous voyez maintenant la photo. Merci. Eh bien, quand je travaillais justement avec l'UNICEF Inde, nous sommes allés à l'État de Rajasthan, qui est quand même un des États les plus inégaux en matière de genre dans le pays et peut-être dans le monde. Il y a beaucoup de filles, beaucoup d'infanticides à l'encontre des filles. Et c'est vrai que nous sommes allés visiter des communautés très marginalisées, très éloignées. Nous avons là des personnes qui sont sans terre, qui gagnent à peine leur pain quotidien, pour ainsi dire. On est en train de passer véritablement des 5% de la population qui se trouve au plus bas de l'échelon de la société. Nous sommes allés dans un petit village, nous avons parlé aux différentes familles, nous leur avons demandé ce que faisaient leurs enfants, quelles écoles ils fréquentent, etc. Et on a visité cette maison.
Et il y avait une petite cour et là, on a parlé à la femme qui y vivait, qui nous disait que son fils, et qu'elles avaient économisé de l'argent et 60% de leurs revenus bien, étaient consacrés justement à ce petit garçon qui pouvait alors aller en internat dans une petite ville plus loin. 60%. Alors que la petite fille va à une école primaire dans le village. Très clairement, et cette femme nous disait ou pensait qu'elle méritait toutes nos félicitations parce qu'elle se sacrifiait tellement justement pour ses enfants et la petite fille faisait tant de choses à la maison et puis donc voilà. Elle nous disait qu'elle aussi, elle est allée justement à cette petite école dans le village. Et avant de demander justement ce qui allait arriver à ses enfants, j'ai vu cet enfant qui effectivement est entré timidement par l'arrière, par la cuisine. Et elle portait en fait un énorme monceau d'assiettes sales. Comme vous le voyez, elle est très très jeune. Et j'ai dit à la femme, mais vous m'avez dit que cette petite fille était scolarisée, qu'elle était à l'école primaire. Comment ça se fait qu'elle est ici? Ce n'est pas un jour férié. Ah, mais ça, c'est pas ma fille, m'a-t-elle répondu. En fait, cet enfant est la fille du frère de son mari. Le frère de son mari et sa propre épouse, c'est-à-dire les parents de cette petite fille, sont vivants, mais ils sont allés vivre dans un autre État. Ils sont aussi sans terre, donc ils n'ont pas de propriété, et ils sont très pauvres, ils gagnent à peine leur pain quotidien. Et donc, voilà. Ils ont déménagé à l'État voisin. Et ce qui était vraiment très intéressant et ce qui m'a brisé le cœur, c'est que cette femme m'a parlé de ses enfants. Elle était très, très fière. Elle les aime énormément, c'est très clair, mais elle a complètement oublié de nous mentionner que cet enfant vivait aussi avec eux. Et vous voyez, en fait, les marques bleues, en fait, sur le mur, c'est en fait le recensement. Nous avons un recensement de la population extrêmement rigoureux en Inde, hein. C'est l'un des plus complets au monde. C'est vrai que là, nous recueillons vraiment des données sur un nombre incroyable de personnes. Eh bien, dans le recensement, cet enfant n'a pas été repris. Le recensement de la population. Et lorsque nous avons parlé à cette femme, en fait, si nous n'avions pas vu cette petite fille, nous n'aurions même pas su qu'elle existait, cette petite fille. Donc, cet enfant est véritablement une petite fille invisible. Invisible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons continué de converser avec cette femme et nous nous sommes rendus compte que cet enfant a un frère. Ce frère a été pris par ses parents avec eux lorsqu'ils ont migré vers l'autre État. Et là, évidemment, vous voyez clairement un exemple de préjugé axé sur le genre, comme le disait Hélène, comme le disait Nicole. Et c'est vrai que le gouvernement indien a pris plusieurs initiatives à cet égard, mais le fait que, bien sûr, les parents aient pris le petit garçon, ça indique déjà qu'il y a un préjugé. Mais bon, cet enfant est parti avec ses parents vers un autre État où, en fait, les parents travaillent 16 heures d'affilée juste pour peut-être gagner un salaire de misère. Alors, est-ce que ce garçon va à l'école? Eh bien, à moins qu'il ne soit véritablement, qu'il ne fasse l'objet des initiatives mises en place dans cet État pour les enfants migrants, pour la plupart, ces enfants, en fait, ne bénéficient pas de ce genre de politique. Très souvent, ces enfants migrants, même internes, travaillent dans les champs. Donc, cet enfant, effectivement, est allé travailler avec ses parents dans un champ de canne à sucre, donc voilà, pour être plus près de ses parents. Et probablement, cet enfant, ce petit garçon, ne va probablement pas aller à l'école. Et alors, évidemment, il est allé à l'école primaire juste avant de partir avec ses parents, mais c'était avant l'âge de 8 ans. Ce qu'il a pu apprendre, eh bien, tout cela a été perdu. Et là, on parle de la situation il y a 3-4 ans, donc avant la COVID. Donc, cet enfant, même s'il est un peu plus privilégié que sa sœur, il est également invisible. Et si vous regardez les systèmes de données en Inde, encore une fois, le système de gestion des données et de l'éducation en Inde, ce système est bien meilleur que dans d'autres pays. Chaque école publique, et il y a toujours une école à maximum 1 kilomètre de chaque foyer, eh bien, ces écoles ont une méthodologie pour effectivement recenser les enfants qui se trouvent dans le bassin, si vous voulez, dans l'entourage de cette école. Alors, il y aura toujours quelques petites différences entre les informations sur les enfants en matière de recensement et les enfants qui se présentent réellement à l'école. Eh bien, voilà, malgré tout, les enseignants
sont effectivement évalués, notamment sur la base d'un indicateur qui est le taux de participation des enfants. Donc, je veux juste en train de confirmer qu'on est bien en train de voir le transparent qu'on est censé voir à l'écran, dit José Luis. Hein? Oui, oui. Je voulais simplement, en fait, vous présenter le système de données au niveau de l'éducation et donc pour vous montrer qu'à quel que soit le niveau, il est impossible que cet enfant soit repris dans les données. Elle fait partie des non-cotés et son frère aussi. Alors, lorsque vous montrez qu'il y a effectivement, il y a parité entre garçons et filles en matière d'inscription à l'école, est-ce que cela couvre les enfants physiques, les enfants qui n'ont pas migré vers un État voisin et surtout, cela ne couvre pas les filles qui sont utilisées pour du travail domestique. Voilà, ces filles-là ne sont pas reprises dans les données malgré un bon système en Inde. Transparent suivant. Alors, ici, vous avez quelques exemples de quelques rapports mondiaux. Alors, petit avertissement, je suis très heureuse de travailler à l'ONU. Je suis très fan du travail que fait mon organisation, l'UNICEF, et toutes les autres organisations également. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas critiquer, c'est simplement, je veux dire par là que les rapports mondiaux parfois ne couvrent pas la complexité des questions liées à la justice sociale et ça inclut également l'égalité ou l'inégalité de genre. Alors, si vous connaissez le MILO, c'est un projet MILO, donc une initiative très, très importante qui nous permet effectivement de comprendre l'apprentissage dans les pays en développement. Dans ce rapport MILO, on nous dit qu'il n'y a pas, on n'a pas constaté de différence entre les filles et les garçons en matière d'apprentissage à travers la pandémie de COVID. Donc, il y a un autre rapport de l'UNICEF sur l'apprentissage à distance et dans ce rapport, on dit nommément qu'il n'y a pas de différence de genre au niveau de l'apprentissage à distance sur la base d'une analyse qui a été menée des données, des bases de données internationales. Donc, encore une fois, ce ne sont pas les nouvelles informations, cela se base sur les bases de données internationales disponibles actuellement. Transparence suivant, là encore une fois, vous avez des rapports mondiaux des mêmes organisations de l'ONU et là, vous voyez effectivement un rapport. C'est un blog de Sylvia, qui est une très, très bonne collègue et qui nous dit que les informations dont on dispose, tout ce qui a trait à la pandémie et ses effets sur l'apprentissage, eh bien, toutes ces données n'existent pas encore. Ces informations ne sont pas encore là, encore là parce que les systèmes d'information sur l'éducation dans les pays font encore rapport des données avant la pandémie de COVID, parce qu'on est toujours un tout petit peu en retard par rapport à la publication de ces données et que ces données, nous dit-elle, ne couvrent pas eh bien, ceux qui n'étaient pas dans le système d'apprentissage avant la COVID. Donc, si 60% de vos enfants, des enfants d'un pays, n'étaient pas scolarisés, que vous êtes en train de couvrir les pertes en matière d'enfants inscrits dans le système d'enseignement dans un pays, eh bien voilà, tout cela ne sera encore moins couvert, bien sûr, hein, dans les rapports. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant et très, très important de tenir, un élément dont il faut tenir compte. Deuxième rapport de l'UNICEF nous dit que 46% des garçons utilisent Internet sur leur téléphone portable contre 27% de filles. C'est un excellent rapport hein, dans la région Asie-Pacifique qui est quand même à l'avance par rapport à beaucoup d'autres régions concernant l'accès aux smartphones, par exemple. Donc, comment se fait-il qu'une même organisation, l'UNICEF, mue par le même mandat, la même intention, mène des recherches et pourtant arrive à des conclusions tout à fait différentes dans deux rapports différents? Et puis, le troisième rapport de l'UNGEI, l'organisation que je représente, là, nous nous sommes penchés sur les bases de données mondiales existantes et nous avons partagé, ou nous avons plutôt extrapolé des exemples par pays. Alors, il y a plusieurs rapports sur l'éducation qui sont excellents concernant la pandémie et certains rapports, on nous dit qu'il n'y a pas eu d'écart entre les sexes, mais si vous passez en revue certains des exemples dans ces rapports, eh bien, vous voyez qu'au Kenya, qui est aussi un pays du projet Milo, il n'y a pas eu d'écart identifié entre les garçons et les filles. Alors, on nous dit que soit 16% des filles et 8% des garçons ne sont pas revenus à l'école. Au Ghana, on se rend compte que le taux de réinscription était de 97%, mais 60% de ceux qui abandonnent l'école sont des filles. En Ouganda, 18%
des filles ne sont pas revenues à l'école justement à la 12e année contre 8% des garçons. Alors là, on est en train de parler de rapport UNICEF, UNESCO, Banque mondiale. Donc, ces données sont collectées, sont analysées, on les ramène au niveau mondial et pourtant, dans les gros titres, on n'a pas toutes ces informations de contexte. Antara, on a un petit peu dépassé les temps impartis. Très bien. Bon, il en va de même pour l'accès à l'apprentissage, hein. Il y a aussi ces écarts qui ont été eh bien identifiés. Alors, je vous laisse avec une petite citation d'Heller. Le meilleur aboutissement de l'éducation est la tolérance. J'aimerais terminer par là parce que cela nous rappelle en fait que la parité des sexes, ce n'est pas l'égalité des sexes. C'est ce qu'ont dit déjà Hélène et Nicole de manière bien plus approfondie et plus éloquente que moi. Mais je voulais simplement dire effectivement que nous ayons une discussion sur ce que les données mondiales peuvent et peuvent ne pas nous dire. Et il faut effectivement aller au-delà de la généralité de ces données dans les rapports mondiaux pour véritablement essayer d'avoir une image des plus vulnérables au niveau national. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Antara. Merci. Nous avons toute une série d'observations qui ont été faites dans la messagerie. Alors, je commence par une intervention de quelqu'un qui se trouve dans Bhopal City en Inde, qui vous remercie, Antara, d'avoir présenté cette perspective. Et dans son étude sur l'accès à l'éducation, dans le cadre de l'accès à l'éducation pour tous, le PT, apparemment, ça pose sans aucun doute un problème dans les faubourgs et dans les endroits où il y a une main-d'œuvre migrante importante. Et bien entendu, la pandémie a en quelque sorte rendu le problème encore plus grave. Qu'en pensez-vous? Oui, il faut absolument essayer de voir quelles sont les solutions offertes par des organismes qui œuvrent à la base. Je pense en particulier justement à ces communautés migrantes. Vous savez, dans un pays comme l'Inde, il y a des diversités extraordinaires et en dehors des périmètres nationaux, il y a encore plus de diversité. Donc, il y a bien entendu l'importance de se pencher sur des bonnes pratiques. Alors, il y a aussi, dans un pays comme l'Inde, l'importance d'utiliser les langues maternelles, car sinon, les enfants sont totalement perdus, ils ne comprennent même pas ce qu'ils entendent. Donc, merci de cette question très intéressante. Encore une question, et si vous le voulez bien, ça en vaut la peine. Question de Anna Machova de la Géorgie. Disposons-nous d'un indicateur clé qui permet de déterminer s'il y a un aspect ou une approche biaisée de la part des parents en faveur de l'enfant, en faveur du garçon, du fils? Réponse. Oui, apparemment, sans aucun doute, le garçon semble souffrir d'une discrimination en ce sens qu'il bénéficie d'une préférence. Il y a des préférences en Inde, cela a été observé clairement et dans d'autres pays aussi, mais je dirais que la situation varie de manière considérable d'un pays à l'autre. Merci infiniment. Il y a encore d'autres observations dans la messagerie, mais nous allons à présent passer à l'exposé suivant et je salue Fabricia Devigne, qui est spécialiste en matière d'éducation et qui dirige plus particulièrement l'Institut international de planification de l'éducation à Dakar. Et elle va nous parler justement de certains diagnostics sexo-transformateurs
Elle nous parlera également de l'identification des besoins. Je vous en prie, Fabricia, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à NORAG pour cet événement très intéressant et très important. Et donc, je suis vraiment honorée de cette invitation. Donc, merci José-Louise pour l'introduction. Donc, juste pour rectifier, donc je suis Senior Education Specialist donc à l'Institut international de la planification de l'éducation, le bureau à Dakar. Donc, c'est une institution des Nations Unies qui fait partie de l'UNESCO et qui a vraiment pour mandat d'appuyer les États membres de l'UNESCO à planifier et gérer leur système éducatif. Voilà, donc je voulais juste préciser ça. Donc, ma présentation, elle est scindée en deux parties. Elle est un petit peu à la croisée entre tout ce qui vient de se dire, donc à la fois par le professeur Unterhalter, par Nicole Bella, par Antara, c'est-à-dire l'approche par le changement quand il s'agit des questions sur les données, sur le genre dans l'éducation, Nicole a parlé d'aller au-delà effectivement des enjeux de parité dans la mesure des données sur l'éducation et notamment spécifiquement sur le genre et l'éducation des filles. Et puis, ce que disait Antara sur la nécessité de traduire tous ces cadres globaux au niveau contextuel, au niveau national. Donc, je disais deux parties. Premièrement, ma présentation va couvrir l'approche de l'IPE en matière d'analyse et de diagnostic de l'éducation qui tient compte des enjeux de genre. Et la deuxième partie, c'est comment on mesure à l'IPE l'égalité de genre dans l'éducation, ainsi que les données et les indicateurs qui nous semblent pertinents au niveau des pays. Donc, tout d'abord, on va examiner l'approche de l'IPO en matière de planification et de gestion de l'éducation tenant compte du genre. Donc, juste pour rappel, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Institut international de planification de l'éducation, donc c'est une institution qui effectivement fait partie de l'UNESCO, comme je disais, Nations Unies, avec le mandat de planification et de gestion de l'éducation, avec deux objectifs stratégiques, donc soutenir la capacité des États membres à planifier et gérer efficacement le développement du secteur de l'éducation, mettre à disposition, encourager l'utilisation des connaissances sur la planification et la gestion de l'éducation en tant que bien public mondial, avec deux priorités que sont l'égalité de genre et l'Afrique. Et donc, l'Institut a placé le genre au cœur de sa stratégie, attaque les inégalités de genre en intégrant la question de manière transversale dans ses activités. Donc, le genre est un indicateur clé de performance pour tous les projets de l'IPE et en jouant aussi un rôle clé dans l'initiative Gender at the Center qu'on copilote avec Ungai, et je suis contente de retrouver Antara dans cette tribune et qu'on copilote en partenariat avec les ministères de l'éducation de 8 pays, les organisations de la société civile, des organisations multilatérales et aussi les bailleurs du G7. Et donc, notre rôle à l'IPE est d'accompagner les 8 ministères de l'éducation africains et renforcer leur capacité, leur leadership en matière d'égalité de genre. Donc, vous pouvez voir ici dans cette diapositive comment est-ce que la planification de l'éducation est cyclique. L'analyse sectorielle, donc, qui est vraiment le démarrage du processus, alimente un modèle de simulation financière qui constitue avec le diagnostic les deux premières étapes vers le développement d'un plan sectoriel de l'éducation. Nicole l'a dit tout à l'heure, la nécessité d'avoir une planification sectorielle tenant pleinement en compte les enjeux de genre. Donc, c'est ce qu'on fait à l'IPE. Donc, en plus de l'analyse sectorielle de l'éducation et du modèle de simulation, les informations qui proviennent des diagnostics
ou des audits de genre que nous menons à l'IPE et de la recherche aussi alimente l'analyse qui, à son tour, informe la planification. Donc, vous voyez, tout est lié dans le cadre de ce processus. Donc, nous examinerons chacun de ces éléments à tour de rôle et verrons comment est-ce que les données sont cruciales à chaque étape et comment est-ce que le genre est intégré. Donc ici, dans cette diapositive, vous voyez que l'IPE adopte une approche à 3 niveaux pour soutenir les gouvernements dans leur planification de l'éducation sensible au genre, donc à travers une approche systémique qui vise à intégrer l'égalité de genre au cœur des systèmes éducatifs nationaux. Chacun d'entre eux implique la collecte et l'analyse de données et la sélection d'indicateurs afin d'améliorer la planification, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'analyse sectorielle de l'éducation, donc on va agir au niveau du secteur. Les diagnostics audits participatifs de genre, on va travailler plutôt au niveau institutionnel. Et puis, on a aussi des projets de recherche qui vont informer les 2 niveaux. Et de manière transversale, donc on a une approche vraiment par le renforcement des capacités. Donc, il y a une dimension forte de renforcement de capacités et les activités qu'on met en place à l'IPE permettent aussi de collecter certains types de données, notamment sur le changement organisationnel, sur le genre, et on le verra plus tard avec notre communauté de pratique en genre et en éducation. Donc, très brièvement, en examinant de près chacun de ces 3 éléments, tout d'abord, l'analyse sectorielle de l'éducation. Donc, c'est une analyse sectorielle qui est un examen complet du secteur de l'éducation. Donc, tous les niveaux d'éducation sont analysés, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement technique et professionnel et l'éducation non formelle. Toutes les dimensions de l'éducation sont couvertes, donc la scolarité, mais aussi la qualité, mais aussi l'efficacité externe de l'éducation. Et pour nous, une analyse sectorielle qui tient compte pleinement des enjeux de genre est essentielle pour justifier l'investissement de ressources. On l'a dit aussi à plusieurs reprises tout à l'heure, le manque de données aussi sur les ressources. Donc l'investissement de ressources dans la promotion de l'égalité, sans quoi il est peu probable que les questions de genre soient prises en compte plus tard dans le plan du secteur de l'éducation. Et pour nous, la prise en compte du genre dans les analyses sectorielles se fait en 2 étapes. Donc, premièrement, donc en incluant des données sexospécifiques dans l'ensemble de l'analyse, c'est-à-dire que toutes les données sont ventilées par sexe, que les analyses qui en résultent expliquent clairement les dynamiques de genre observées, même dans une dynamique intersectionnelle, on l'a dit tout à l'heure, le croisement des différentes discriminations, de ne laisser personne de côté. La prise en compte du genre dans les analyses sectorielles nécessite également le développement d'une analyse genre distincte, on l'a dit aussi tout à l'heure, afin de traiter les causes profondes des phénomènes observés, afin de couvrir certains phénomènes, notamment donc les normes de genre, donc on l'a dit, par exemple les violences de genre en milieu scolaire, ou encore les représentations de genre dans les pratiques pédagogiques et les manuels scolaires. On l'a dit tout à l'heure, c'est important d'aller au-delà de la parité, c'est important de ne pas avoir que des données quantitatives, mais d'avoir aussi des données qualitatives pour vraiment qualifier, caractériser les discriminations. Donc, l'IPE a aidé le gouvernement, par exemple, de la Sierra Leone à développer son analyse du secteur de l'éducation, qui comprend un chapitre consacré spécifiquement à l'analyse de genre. Donc, c'est la première fois que la Sierra Leone montre cette volonté d'intégrer les enjeux de genre dans son analyse sectorielle, dans la planification sectorielle. Et donc, l'analyse, qu'est-ce qu'elle met en évidence? Donc, elle met en évidence les domaines dans lesquels les filles et les garçons n'ont pas la même expérience de l'éducation, n'y sont pas exposés et n'en tirent pas les mêmes avantages. Donc ça, c'est important aussi. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà, effectivement, des enjeux quantitatifs et de la parité, parce qu'il y a aussi la question vraiment de l'expérience, de l'exposition, et puis aussi tout simplement des disparités en termes d'égalité de chance. Elle montre aussi que les filles et les garçons issus de milieux socio-économiques différents, d'autres groupes démographiques clés n'ont pas les mêmes chances, donc comme je le disais. Et dans notre analyse, on examine les multiples facteurs juridiques, socio-économiques, structurels qui ont un impact sur les filles et les garçons les plus marginalisés et qui explorent vraiment les mesures équitables et sensibles au genre mises en place en Sierra Leone.
Donc, voilà un exemple donc pour l'analyse sectorielle. Donc, pour ce qui est de nos travaux sur les diagnostics ou les audits participatifs genre, donc on s'est inspiré, notre méthodologie s'inspire de la méthodologie du Bureau international du travail, conceptualisée pour promouvoir une intégration concrète et efficace du genre à tous les niveaux d'une institution. Et ce type de diagnostic permet d'analyser l'intégration du genre au niveau même des institutions, notamment l'identification de leviers sur le changement organisationnel. Et ça complète vraiment nos analyses sectorielles. Et ça permet de collecter des données sur les connaissances ou les capacités des employés sur le genre, sur évidemment les politiques, les opérations, les visions, mais qu'on aura davantage développées dans l'analyse sectorielle. Mais néanmoins, ça nous donne quand même des pistes de travail, des pistes de réflexion, des pistes d'analyse, et on va analyser aussi tout ce qui est culture organisationnelle, donc les normes de genre qui sont à l'œuvre aussi dans les institutions, parce que nous considérons, notre postulat, c'est que pour mettre en place des... Yes. OK. Yeah, I will wrap up. Voilà, cela fait déjà 10 minutes, donc merci de conclure. Très bien. Donc, tout ça pour dire en fait que nos différentes analyses sectorielles sont complétées aussi par des diagnostics, par aussi nos activités sur la pratique en genre ou en éducation, où là on va vraiment essayer de chercher qu'est-ce qui se passe après nos formations et comment sont appliquées et comment est-ce que le changement organisationnel est à l'œuvre. Et enfin, dans nos recherches, c'est la même chose. On va essayer de vraiment de chercher aussi des données en fait qui existent pas ou peu, que ça soit sur le décrochage scolaire, que ça soit sur les femmes que ce soit sur le genre et tout ce qui est compétences pour le travail ou que ça soit sur, on disait tout à l'heure, l'éducation, sur la budgétisation sensible de genre appliquée au ministère de l'Éducation. Donc voilà un petit peu comment est-ce que, et je m'arrête là puisque les 10 minutes sont terminées, mais vraiment ce qui est important pour nous, c'est qu'on a des challenges et c'est pas encore terminé. Il faut encore continuer effectivement à collecter des données. Il y a des données qui existent, elle l'a dit tout à l'heure Nicole. Il faut aller les chercher, pas que des données quantitatives, il faut aller chercher aussi des données qualitatives, il faut aller les produire aussi avec les communautés de manière vraiment participative. Il y a encore beaucoup de challenges, mais je pense que voilà, on est sur la bonne voie et on compte vraiment sur la collaboration avec vraiment tous les partenaires et je suis contente d'avoir cette plateforme aujourd'hui de NORAG pour pouvoir partager aussi les challenges que les pays ont vis-à-vis de la collecte et de la production des données et de la mise en œuvre ou de la mise à jour des systèmes d'information. Donc voilà, donc si vous voulez, je passe les slides comme ça. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets le site internet de l'IPE UNESCO Dakar ici pour plus d'informations sur nos travaux, sur l'éducation et sur le genre et la planification de l'éducation sensible au genre. Voilà, merci et puis vraiment à disposition pour toute question éventuelle sur ces travaux. Merci Fabricia. Alors, il y a plusieurs observations, plusieurs questions qui ont été formulées. Donc, vous avez mis le lien entre eh bien, la parité, les plans d'éducation, les politiques sectorielles, effectivement. Nous avons ici une question très, très pratique du Sud-Soudan, pardon. Vous pourriez peut-être répondre depuis votre expérience. Alors, lorsque l'on parle d'accès à tous et pour tous, quelles sont les stratégies qui sont en place pour faire en sorte que les garçons et les filles restent bien à l'école? Donc, stratégie de rétention.
Merci pour cette excellente question. Je pense que, et c'est pour ça que j'ai parlé de la planification en fait de manière en fait vraiment spécifique, parce que je pense que c'est important en fait d'avoir dès le départ en fait, avant d'élaborer des politiques, d'avoir vraiment un bon diagnostic et une bonne analyse de la situation pour savoir vraiment quels sont les leviers, quelles sont les stratégies qu'on va choisir. Donc tout dépend vraiment des priorités et des arbitrages qui vont être faits aussi par les gouvernements. Donc, il y a vraiment une forte composante, on va dire, de politique, d'économie politique, on va dire, mais vraiment d'arbitrage aussi politique avec les gouvernements. Mais je pense qu'en termes de stratégie, il faut que ce soit des stratégies. Il n'y a pas de, comment dire ça, de bonnes stratégies en fait universelles. Hein. Je pense que les stratégies doivent être vraiment contextualisées et doivent répondre aussi oui, au contexte à la fois national, mais au contexte aussi régional, au contexte aussi et je pense que c'est ça qui fera qu'on aura une bonne stratégie et qui fera en fait vraiment écho aux priorités et aux disponibilités des données, aux disponibilités aussi au niveau budgétaire. Donc, je ne pourrais pas dire une bonne stratégie parce que, encore une fois, tout dépend et c'est ça notre approche aussi à l'IPE, hein, c'est de vraiment faire en sorte que qu'on soit en phase avec vraiment le contexte, qu'on est vraiment dans cet approfondissement en fait vraiment du contexte local. Et comme le dit Hélène, oui, c'est des cadres hein, et ces cadres doivent être adaptés. Et nous, c'est ce qu'on s'efforce vraiment de faire, c'est vraiment de travailler main dans la main avec les pays pour pas collecter des données pour eux, mais pour collecter vraiment des données avec eux, pour les aider vraiment à avoir une bonne photo, on va dire, une bonne visualisation de la situation pour être en mesure de prendre vraiment les décisions les plus informées possibles selon les données qui existent et selon les capacités aussi de mettre en œuvre des stratégies. Parce que c'est ça aussi, les bonnes stratégies, c'est il faut qu'elles soient faisables, réalisables et durables aussi sur le temps. Merci beaucoup, Fabricia. Alors, il y a beaucoup d'observations, de questions très, très intéressantes qui sont formulées, mais on les gardera pour plus tard. Maintenant, nous allons passer la parole à nos deux modératrices aujourd'hui. Tout d'abord, Judith Herbertson, qui dirige en fait l'éducation des filles au Foreign Commonwealth and Development Office. Et qui finance également le projet AGE. Judith, vous avez la parole. Donc, merci beaucoup au NORAG. Merci à toutes nos excellentes expertes du panel. Ce matin, on a beaucoup parlé de l'éducation dans le monde, son application, son contexte de plus en plus difficile, les pandémies, les catastrophes naturelles, les conflits, etc., les crises. Eh bien, tout cela augmente. Et voilà, il y a aussi les effets que cela a sur cet enfant, cette fille, ce garçon. Nous savons aussi que des millions d'élèves ne reviennent pas à l'école, évidemment, et plus de 70% des 718 millions d'enfants en d'éducation primaire sont en risque de grande pauvreté. Ce qui veut dire que effectivement une grande majorité d'enfants risquent effectivement d'être en situation de pauvreté, ne savent pas lire ni écrire en comprenant ce qu'ils lisent ou écrivent à l'âge de 10 ans. Et nous connaissons également le coût socio-économique de la pandémie. 17 billions de dollars en matière de revenus. Et c'est vrai que nous savons qu'il y aura l'exclusion sur la base du genre, de la localisation, de la pauvreté, de la langue, et puis les personnes déplacées, l'orientation sexuelle. Et encore une fois, voilà qui vient miner les avancées que nous avons engrangées au cours des dernières décennies. Nous savons que l'éducation des filles est l'une des politiques et les investissements les plus efficaces que l'on puisse faire avec des avantages pour l'individu, mais aussi pour les familles, pour la communauté, pour les pays en général. Un enfant dont la mère peut lire a 50% de chances, effectivement, de survivre jusqu'à l'âge de 5 ans et effectivement, il aura 2 fois plus de chances d'aller à l'école. Et pour ce qui a fait
pour ce qui a trait aux filles qui vont à l'école secondaire, le taux de mortalité pour les enfants de moins de 5 ans pourrait être réduit par moitié, avec 2,5 milliards de vies, ou plutôt millions de vies qui peuvent être sauvées par an. Alors, on essaie de répondre à la crise de l'éducation actuelle en comptant ceux qui ne sont pas dénombrés. Alors, voilà, nous ne pourrons pas revenir à la situation d'avant en faisant semblant que rien n'a changé. Il nous faut effectivement accélérer le changement pour arriver notamment aux ODD 4 et 5. Nous devons effectivement redynamiser notre réponse au niveau mondial avec plus de financement, de meilleures données et un travail plus étroit avec les gouvernements qui sont responsables effectivement de justement l'exécution d'une éducation durable sur le long terme. Alors, il est très, très important de se centrer sur les recherches, sur les éléments de preuve pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment, pour ne pas gaspiller plus de temps, plus d'argent et mettre tout cela dans un contexte au lieu effectivement d'avoir des solutions taille unique. Et puis, il est très, très important que nous comptions les bonnes choses et que nous ne mettions pas en place des mécanismes nouveaux et autonomes qui nous permettent de compter quelque chose qui est quand même facile à dénombrer, mais qui n'est pas important et qui n'est pas en relation justement avec l'éducation, qui n'est pas mise en lien avec les évaluations pour la pédagogie, les compétences des enseignants et ce dont les gens ont besoin pour apprendre, pour appliquer leur apprentissage. Et puis, nous devons voir ce dont auront besoin les prochaines générations. Par exemple, les compétences technologiques, numériques, les compétences transférables, la pensée critique, tout cela sur le fondement de l'alphabétisation, sur le fait de savoir compter, et puis un bien-être socio-émotionnel, tout ce qui a été perdu au cours de ces 2 années. Et puis, nous avons besoin que les gouvernements s'approprient ces politiques. Nous savons que les données politiques peuvent être, ma foi, imposées par le haut. Et c'est vrai que les gouvernements doivent, ma foi, être guidés par les données dans la budgétisation, dans les évaluations, dans la mise en place de programmes, dans le cadre de leur propre programme au niveau national, avec notre soutien également. Et ces gouvernements doivent compter ceux qui ne sont pas comptés. Et concernant l'approche du Royaume-Uni, récemment, nous avons publié une nouvelle stratégie parlementaire et je suis ravie de dire que l'une des 4 grandes priorités, c'est un engagement pour améliorer la vie des femmes et des filles à travers l'éducation des filles, ce qu'on appelle les 3 E, l'éducation des filles, autonomisation des femmes et des filles, et puis mettre fin à la violence vis-à-vis des femmes et des filles. Alors, vous le savez sans doute, l'année dernière, avec nos partenaires du G7, nous avons pris un engagement d'arriver à 2 objectifs mondiaux d'ici à 2026. Tout d'abord, 40 millions plus de filles à l'école, donc accès. Deuxièmement, 20 millions de femmes plus capables de lire d'ici à l'âge de 10 ans, pardon, ça c'est la qualité. Hein. Encore une fois, tout cela pour arriver à l'égalité. Mais tout cela peut tourner au vinaigre si effectivement nous continuons à ne pas compter ceux qui ne sont pas comptés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se centrer sur les garçons. Non, nous pourrions nous tromper si nous assumons que les garçons vont suivre la tendance. Et puis, attention, il ne s'agit pas non plus de compter ceux qui sont les plus faciles à toucher sans nous focaliser sur ceux qui ont le plus besoin, ceux qui sont le plus marginalisés. Et c'est vrai qu'il est important de savoir qu'une fois qu'une fille a plus de 10 ans, elle a raté le coche, elle n'arrivera plus à lire et à écrire de manière autonome. Donc, il nous faut voir ce qui fonctionne concrètement. On regarde des ODD pour nous assurer que ces ODD contribuent à améliorer la donne et ne soient pas mis en concurrence par rapport aux efforts collectifs en matière d'accès, de qualité et d'égalité. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. Et maintenant, je passe la parole à Elisabeth Brugel, professeure et co-directrice de l'Institut de Genève, l'Institut des hautes études internationales du développement, qui va nous parler du genre. Elisabeth, vous avez la parole. Elisabeth Brugel. Merci, merci beaucoup, José Luis. Je suis vraiment ravie
d'avoir co-sponsorisé ou que mon institut ait co-sponsorisé, co-parrainé cet événement. Alors, je dois vous avouer que l'éducation, ce n'est pas mon domaine habituel d'expertise, donc je me sens un peu comme un imposteur à cet événement. Mais je vais peut-être utiliser ma perspective toute particulière en tant que personne travaillant sur la gouvernance internationale et les questions du genre plus largement pour vous proposer quelques réflexions sur ce que je viens d'entendre. Alors, comme vous le savez et comme on l'a très clairement dit lors de la discussion précédente, les indicateurs, les indices, les index, etc., les classements, eh bien, sont la pierre angulaire de la gouvernance internationale. Tout cela est absolument essentiel pour la mise en place des objectifs de développement durable, puisque toutes ces données nous permettent eh bien, d'avoir des mesures, de fixer des normes, de tenir eh bien, les gouvernements responsables. Ils sont essentiels, mais ils posent certains problèmes et c'est quelque chose qui est revenu sur le tapis à travers toutes les présentations que nous venons d'entendre. C'est-à-dire que toutes ces données sont problématiques parce que ces données viennent ajouter des couches supérieures. Par exemple, ces données définissent des phénomènes et je dirais même que même ce que nous comprenons comme étant l'égalité de genre aujourd'hui, eh bien, tout cela est défini pour la plupart du temps à travers des statistiques, à travers des indicateurs. Nous n'avons plus de définitions qui se fondent sur une discussion politique plus large aujourd'hui. L'égalité de genre, c'est un aspect d'emploi, 50% de taux de participation des femmes, accès à la santé, accès à l'éducation en pourcentage. Bon, des choses qu'on peut mesurer, certes. Comme ces aspects peuvent être mesurés, on a des indicateurs pour l'égalité de genre, mais ces indicateurs excluent bien sûr d'autres dimensions, par exemple la violence sexo-spécifique, on l'a déjà mentionné. C'est difficile à mesurer que cette violence sexo-spécifique et donc, au bout du compte, en matière d'égalité, très souvent, on ne pense pas souvent à la question de la violence sexo-spécifique, par exemple, au niveau des gouvernements, des pouvoirs publics. Alors, les indicateurs simplifient également des problèmes complexes. Et c'est peut-être un écueil aussi des indicateurs. La présentation d'Hélène était très éclairante à ce niveau. Ces indicateurs, en fait, se fondent sur des séries très simplistes. Voilà, l'égalité est réduite à la parité, la notion de l'écart entre hommes et femmes, de la brèche entre hommes et femmes elle-même est vue sous la perspective de la parité. La théorie qui sous-tend ces indicateurs, c'est un petit peu un entendement très libéral de ce que font les individus en tant qu'hommes et femmes. Voilà, on se dit qu'il faut arriver à un équilibre entre hommes et femmes. Très souvent, on ne tient pas compte du fait qu'il y a, par exemple, une féminisation du travail, une féminisation de certaines pratiques. Par exemple, l'économie des soins et de la prise en charge est très, très féminine. Alors, c'est vrai que là, on ne tient pas compte de certaines barrières à la participation des femmes à certains domaines comme la sphère politique, tout simplement parce qu'il y a eu un manque de disponibilité aussi du temps. Très souvent, les systèmes électoraux également élisent les hommes plutôt que les femmes parce qu'il s'agit d'arriver au plus haut pourcentage de voix, tout simplement. Très souvent, les femmes se retrouvent exclues. Les indicateurs sont donc très étroits, ce sont des interventions étroites, pas générales. Et donc, on se centre sur, par exemple, sur eh bien, les politiques de l'emploi pour les femmes, mais très souvent, on ne se penche pas sur la qualité de l'emploi qui est généré pour les femmes. Alors parfois, on réfléchit, eh bien, par exemple, au travail, tout ce qui a trait justement, eh bien, à la santé reproductive par rapport à l'entrée des femmes sur le marché du travail. Mais moi, je dirais aussi que les indicateurs, c'est une question de démocratie. Les indicateurs tendent à valider les connaissances des technocrates. Les personnes qui créent les indicateurs, très souvent, ce sont des économistes qui sont évidemment aux commandes avec leurs techniques de mesure et très souvent, en fait, leurs statistiques également très pointues. Encore une fois, quelque chose que l'on a critiqué tout au long des présentations que nous avons écoutées. Moi, je vous ai écouté, mesdames, et ça me donne beaucoup de courage, ça m'inspire énormément. Vous avez ces cadres très, très souples, différentes propositions qui ont été formulées en Tara et Fabricia aussi, qui parlait, c'est Fabricia d'ailleurs qui en parlait, qui parlait de l'approche
Et l'approche adoptée qui semble aller au-delà de la parité, de la question de la parité. Et c'est très, très explicite concernant la théorie qui vient sous-tendre les indicateurs. Et c'est très, très encourageant. Le cadre AGE est très, très clair. Dans toutes les propositions qui ont été formulées par tout le monde ici, on tient compte de la complexité de cette question. Ça, c'est très, très important. Et puis, d'après ce que j'entends, eh bien, la participation fait partie de l'élaboration des indicateurs. Et moi, j'irais même un peu plus loin. Moi, je crois que vous avez réussi, mesdames, à en faire un élément intrinsèque de la mise en œuvre des politiques qui sont l'aboutissement de ces indicateurs. Et j'aimerais peut-être clore en vous posant une question, en vous lançant peut-être un petit défi aussi, tant que j'y suis. La question et le défi sont le suivant. Est-ce que nous ne devrions pas réfléchir à des processus outre les résultats, les conclusions? Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir au processus? Et peut-être ne faudrait-il pas réfléchir au processus et aux résultats de manière séparée? Alors, il y a de la littérature scientifique qui est assez intéressante qui montre en fait que les discussions participatives concernant les indicateurs et les données, le type de données qu'il faudrait recueillir pour aider à localiser les stratégies dans les discussions sur les mesures concernant les ODD, et bien là, il y a plusieurs cas qui sont abordés dans la littérature où là, on voit que les personnes sont en train de redéfinir les indicateurs et sont en train peut-être d'approfondir leur compréhension de ce qui est souhaitable au niveau local. Eh bien, dans des processus comme ceux-là, il me semble que l'élaboration d'indicateurs eh bien, doit être démocratisée, mais voilà, effectivement, qui nous permet également de façonner le phénomène en soi. Donc, la démocratie, eh bien, ne doit plus être mesurée sur la base des données que nous fournissent les économistes. Mais peut-être que là, on peut effectivement redéfinir la démocratie différemment selon le contexte. Voilà. C'est vrai que parfois, il faudra avoir des discussions, on n'est pas à l'aise, parce que c'est vrai qu'il faudra revenir sur certaines définitions et puis, soyons clairs, il y a aussi des enjeux politiques, dont il faut tenir compte. Vous l'avez dit d'ailleurs, dans plusieurs de vos interventions, je crois qu'on ne pourra pas contourner la difficulté de toute façon à ce niveau-là. Le travail sur les indicateurs et les données promettent énormément, mais à condition évidemment qu'on les localise, qu'on les ramène au niveau local, effectivement, on s'éloigne un tout petit peu de cette pléthore d'indicateurs et de mesures et de données qui existent au niveau national, qui ne peuvent pas mesurer des choses aussi complexes que les qualités des sexes au niveau local. Donc, félicitations à toutes. Je continuerai effectivement à suivre vos travaux avec beaucoup d'intérêt à l'avenir. Merci encore. Merci beaucoup, Lisa. Merci d'avoir soulevé des questions très pertinentes. À présent, je vous présente Marina Dreux-Frotté, qui est coordinatrice du programme NORAC et qui est chef de file KIX APML. Je vous en prie. Merci, José. Merci à tous et à toutes de vos observations. Il y a eu énormément de discussions. Bien entendu, certains messages, certaines questions dans la messagerie n'ont pas trouvé réponse, mais j'espère qu'il sera possible d'avoir d'autres échanges qui vont assurer un suivi à ce qui a été dit aujourd'hui. Alors, suite à ce que nous venons d'apprendre d'Elisabeth Prugel, je voudrais rebondir sur une question de Gluma Umbogole, qui est consultant du Kenya, et il a fait une observation qui est la suivante. Faisant référence à l'intervention de Nicole Bella, il parle des développements dans les systèmes d'éducation sont bloqués par certains facteurs, des facteurs qui sont liés à des barrières culturelles qui ont été mentionnées par Nicole. Alors, dans quelle mesure est-il possible pour les organisations internationales d'améliorer la situation?
La suggestion serait donc d'avoir une approche plus informée et une approche plus équitable dans l'analyse. Alors, cette question était adressée directement à Nicole, mais j'invite n'importe quel intervenant d'y répondre et l'interprète s'excuse, mais le son parvenant à l'interprète était de piètre qualité. Très bien, je vais commencer si vous le voulez bien. Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Nicole, avec ce qu'a dit Elisabeth, bien entendu. Alors, il y a les aspects plus détaillés, mais nous avons une approche concernant une question à dimension mondiale. Donc, l'éducation, c'est une question à dimension mondiale. Et comme vous le savez, il y a un rapport mondial de suivi sur l'éducation et l'objectif de ce rapport mondial de suivi sur l'éducation consiste à analyser les choses, mais pas de se limiter au niveau mondial. Donc, il y a aussi d'autres échelons, échelon régional, échelon local. Et puis, le dialogue au niveau politique ne doit pas se limiter à l'échelon mondial, mais doit également, en quelque sorte, percoler à des niveaux inférieurs. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation est très important. C'est important d'avoir une publication qui nous permet de poser le constat de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est précisément ce que nous essayons de faire. Nous recueillons des données qui sont produites à des fins statistiques par l'UNESCO, par l'UNICEF, par la Banque mondiale, par l'OCDE. Très bien. Mais vous savez que le rapport, il est fondé sur des éléments probants. En plus, nous recueillons des informations qui sont le fruit de recherches et puis nous mandatons également d'autres études. Il s'agit de recueillir des données contextuelles, un savoir contextuel. Nous voulons savoir ce qui se passe à tous les niveaux, y compris au niveau local. Ce n'est pas chose aisée, bien entendu. Vous savez, trouver dans un rapport les éléments qui se déroulent dans les différents pays, c'est très, très difficile. Mais nous essayons tout au moins de faire en sorte que ce rapport de suivi mette en valeur ce qui se passe au niveau des régions. Et tout cela est réalisé au travers des études de cas. Alors, nous organisons des lancements d'activités au niveau régional, mais aussi au niveau national. Et c'est là que nous essayons, dans la mesure du possible, de recueillir le plus grand nombre d'informations au niveau local, au niveau national, au niveau local. Voilà comment nous essayons de capturer en quelque sorte les réalités locales. Merci beaucoup. Merci Fabricia. Je pense que vous aviez demandé la parole. Yeah, thank you. Thank you, Marina. Just to complete maybe Merci, what Marina. Nicole said, I think that Permettez-moi de compléter ce que Nicole vient de one dire. important thing is we have to Il look y a un at aspect gender important. norms, at different levels, at community and school Et level, and it's very, very il important. faut And I bien think that entendu prendre en considération aussi. we need to have Désolée more de vous data. interrompre, Fabricia. Nous vous interrompons parce que apparemment vous devriez normalement utiliser Ah, un pardon. canal. Est-ce que vous nous entendez bien? Pardon, je le dis en français en fait, désolée, j'ai pas vu que… Pardon, je le redis en français. Je disais qu'il y avait deux éléments en fait fondamentaux sur les normes de genre. Donc la question, elle était de développer des systèmes éducatifs et les liens avec les facteurs et les barrières culturelles. Donc je pense que c'est important de traiter la question des barrières culturelles, des normes de genre de manière générale à l'œuvre dans la société, dans les écoles, dans les communautés, et je pense que c'est extrêmement fondamental. Mais je pense qu'il y a une chose qui est extrêmement aussi importante, qui est vraiment tout ce qui est analyse institutionnelle et comment est-ce que les normes de genre sont à l'œuvre aussi dans les institutions. Parce que moi, je pense beaucoup au postulat que pour avoir des pratiques, enfin des plans, des stratégies, des programmes qui soient
qui intègre pleinement les enjeux de genre, les programmes éducatifs, on doit tout d'abord se poser la question dans nos institutions, c'est-à-dire un petit peu balayer, on va dire, devant notre porte pour pouvoir aussi porter en fait ces enjeux. Et je pense que c'est important d'avoir ces deux niveaux parce que je pense vraiment que ce qu'il y a à l'œuvre dans les pratiques sur le genre dans les institutions doit influence la fabrique des politiques éducatives. Et je crois vraiment à ce postulat et je pense que c'est important aussi. Et il y a très peu de données pour le moment sur ces enjeux et très peu d'actions en faveur vraiment de cette question-là, de travailler vraiment le niveau institutionnel, à tous les niveaux, hein, pas qu'au niveau central, mais au niveau aussi décentralisé. Merci. Merci Fabricia et Nicole pour avoir abordé cette question de manière très, très pertinente. Merci. Le moment est venu de prendre en considération différentes questions qui ont été posées et qui portent sur l'ensemble des exposés que nous avons entendus aujourd'hui. Voici une question de Jordan Adou qui commence par remercier tous les conférenciers de leurs exposés très instructifs et il pose la question suivante. Comment adapter les nouveaux outils de diagnostic étant donné la situation extrême que l'on observe aujourd'hui? Alors, il semble indiquer que les capacités d'adaptation ne sont pas suffisantes. Par conséquent, quelles sont les autres méthodes pouvant être utilisées pour aller plus loin? L'interprète précise à nouveau que le son parvenant de Madame Marina Dreux-Frotté n'est pas de très bonne qualité, malheureusement. Hélène, est-ce que vous voulez essayer de répondre? Bon, je vais m'y efforcer, mais là, on est en train de marcher sur un terrain un petit peu inconnu, mais merci beaucoup de cette question. Il me semble qu'une des questions qui a pratiquement explosé dans notre figure pendant la période de la pandémie, même si cette question était en suspens quelque part, eh bien, c'est qu'il y a 2 processus parallèles qui se déroulent à l'échelon mondial et nous n'établissons aucun lien entre ces 2 processus. Alors, d'une part, il y a un processus qui est la création de l'État-providence, la création de systèmes d'éducation. Nous essayons de mettre en place des formes d'État et de gouvernement qui soient sensibles au genre. Et je pense que ce qu'on appelle la gouvernance mondiale est en train d'essayer de faire. La plupart des gouvernements prennent des mesures dans ce sens, les ONG travaillent dans ce sens. On utilise le langage de l'égalité entre genres. Petit à petit, on a essayé de domestiquer ces différentes questions. On a essayé de prendre en considération ces différents aspects liés à la parité homme-femme. Mais il y a un autre processus, c'est le monde du colonialisme, c'est le monde de l'exploitation la plus affreuse, c'est l'exploitation des êtres humains. Alors, cet autre processus, cet autre niveau, c'est quelque chose où nous n'avons que très peu agi aussi en ce qui concerne les indicateurs. Et ce que nous avons vu en Afghanistan, et c'est ce que nous continuons à voir lors de conflits terribles, c'est que ces 2 processus ne peuvent être rejoints. Nous voyons que de l'argent est investi pour essayer d'améliorer l'éducation. Alors, une partie de cet argent provient de ces économies extractives, dirais-je. Eh bien, il faut peut-être aussi nous préparer à ce à quoi nous allons assister
Nous avons assisté à une explosion de racisme absolument infecte, absolument déplorable. Nous avons assisté à d'autres phénomènes et comme Elisabeth l'a dit, les indicateurs, eh bien, vous savez, les indicateurs, ils s'inscrivent dans un monde de la stabilité, mais ils ne sont pas très porteurs dans un contexte d'instabilité. Or, nous devons également analyser cet environnement d'instabilité. Il faut rétorquer, il faut vraiment changer ces institutions. Alors, je ne réponds peut-être pas à la question plus sobre qui a été posée, mais sans aucun doute, c'est quelque chose dont nous devons parler et il faut nommer les choses. Il faut être honnête sur ce que nous faisons et sur ce que nous avons encore à faire. Merci beaucoup, Hélène, de cette réponse qui présente véritablement un défi. Je donne la parole à Fabricia. Oui, Ok, Fabricia. de notre qualité. Oui, peut-être pour compléter de manière un peu pragmatique sur les diagnostics et le fait d'avoir des diagnostics qui soient en phase aussi avec ce que nous vivons en termes de bouleversements, de crises, qu'elles soient crise sécuritaire, crise climatique, crise sanitaire. Hein. Je pense que, en tout cas d'un point de vue, nous, de la planification, je pense que c'est important de planifier aussi selon justement ces aspects-là et ne pas avoir des diagnostics figés. Je pense que c'est important en fait d'avoir des outils qui soient les plus flexibles et les plus contextualisés possibles pour répondre en fait aux différents challenges. Donc de manière concrète, je pense que c'est important et on le voit de plus en plus dans nos dialogues avec les pays, nous IPE, quand on dialogue en fait avec les pays, c'est donc là on n'a pas de recul comme le disait Hélène sur le Covid, mais il est forcé de constater que voilà notre dialogue avec les pays porte sur mais comment est-ce qu'on intègre maintenant ces nouvelles dimensions. Ah mais oui, on a vécu telle ou telle crise dans le nord du pays. Comment est-ce qu'on intègre aussi ça? Donc il s'agit vraiment d'adapter, je pense, des outils et d'être le plus flexible possible et de se donner les moyens justement de toujours avoir cette réflexion un peu dans une dynamique de recherche-action, on va dire, hein, de toujours être dans la dynamique, d'essayer de comprendre là où on en est et de ne peut-être pas viser des outils extrêmement complets, mais de toujours être en lien effectivement avec notre contexte. Donc c'est tout ce que je peux dire. C'est pas, je veux dire concret. J'ai pas d'outils, Jordan, ou en tout cas d'éléments de réponse concrète. Mais en tout cas par rapport à notre expérience et par rapport notamment à la planification de l'éducation sensible aux crises et au genre, on se doit d'être voilà, le plus flexible possible dans nos analyses et dans nos diagnostics. Oui, merci infiniment. Merci infiniment, Fabricia, et je tiens à remercier la totalité des conférenciers, des intervenants. Merci, ce dialogue, cette discussion a été passionnante à la fois au travers de la messagerie et ce que nous avons entendu de la part des différents intervenants. Nous retirons, je pense, un savoir, une information beaucoup plus importante et nous comprenons mieux ce que cela signifie que de compter les non comptés. Je tire mon chapeau à vous tous qui êtes très investis dans votre travail. Merci de l'information que vous nous avez apportée. Il nous reste 2 minutes et au cours de ces 2 minutes qui nous restent, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres sur différents aspects. Ces différents aspects concernent différentes activités futures entre nous et les partenaires qui ont travaillé avec nous au cours de cet événement. Alors, je commencerai par
notre nouvelle carte des différents événements. Vous pouvez consulter notre Internet et trouver par exemple des informations qui sont également intéressées par toutes les questions liées à la parité. Ici, par exemple, vous voyez des personnes intéressées par des données et grâce à notre nouvel outil réseau, vous allez trouver d'autres personnes qui s'intéressent à des thématiques qui vous intéressent vous aussi. Et vous pouvez prendre contact avec ces personnes, vous pouvez établir des connexions. C'est vraiment très important. Cela permet d'être plus actif, d'avoir une démarche plus volontariste plutôt que simplement d'écouter des personnes qui vous parlent. Donc, cela permet de travailler avec des personnes qui travaillent dans les mêmes régions que vous ou qui portent sur les mêmes questions qui vous intéressent. Donc, voilà comment vous allez trouver des personnes, savoir qui est connecté avec qui et vous allez trouver des moyens de vous connecter à votre tour. Cela fait partie intégrante des travaux réalisés par NORAG et cela fait partie donc des services offerts aux membres du réseau. Donc, si vous êtes membre de ce réseau NORAG, vous allez pouvoir trouver des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui sont intéressées par les sujets qui vous interpellent. Et par conséquent, je vous engage à explorer ce nouvel outil de mise en réseau dont nous disposons. Vous trouverez dans la messagerie un lien à cet effet. Je demande à Anouk de faire en sorte que le lien soit disponible dans la messagerie. Et pour tous ceux d'entre vous qui n'êtes pas membres du réseau, vous allez ainsi pouvoir vous familiariser un petit peu avec le type de service disponible. Et pour ceux d'entre vous qui êtes membres, cela vous permettra donc de prendre contact avec des personnes qui travaillent sur des domaines qui vous intéressent. Nous avons à présent un appel à participation et à communication en ce qui concerne un futur événement de NORAG. Vous trouverez encore une fois dans la messagerie des informations. Cela vous permettra, le cas échéant, de contribuer. Nous travaillons en l'occurrence avec l'OIT en ce qui concerne ces questions et vendredi prochain, il y a également une activité du Conseil Europe. C'est une réunion à laquelle vous pouvez avoir accès au travers de la page e-douane du NORAG. Vous recevrez de toute façon, si vous êtes déjà membre du réseau, un rappel. Ici, GPEKIX, c'est donc le hub pour l'Europe, l'Asie et le Pacifique. Il y aura une réunion le 15 septembre 2022 et ensuite le centre consacré à la parité de l'Institut des hautes études internationales du développement se tiendra à Genève le mercredi 29 juin. Vous trouverez des informations à cet effet sur la page internet de l'Institut des hautes études internationales du développement. Alors, 700 personnes se sont inscrites à notre événement d'aujourd'hui et l'ensemble de ces personnes recevront des informations. De plus, il y aura bien entendu un enregistrement vidéo. Cela vous permettra de suivre dans la langue de votre choix également les informations qui ont été communiquées aujourd'hui. Et enfin, rejoignez le réseau NORAG si vous n'êtes pas encore membre du réseau. Si vous êtes membre du réseau NORAG, prenez contact avec des personnes qui sont préoccupées par les questions de parité, tout comme vous, et cela vous permettra d'élargir votre réseau. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Nous nous félicitons de vous revoir lors d'événements futurs et lors d'autres événements médias. Bonne fin de journée.